content de voir que la salle est presque pas assez grande. Donc, juste avant de passer au sujet pour lequel on a préparé une petite présentation, dans l'idée qu'elle puisse susciter ensuite une discussion entre nous tous pour avoir un sujet technique duquel discuter. On voulait vous parler très rapidement de Corsica.io, de l'idée de la démarche qu'on voulait engager et à laquelle on souhaite que chacun d'entre vous soit associé. C'est vraiment quelque chose de très ouvert. L'idée, c'est de créer ce type d'événement de façon récurrente, idéalement, pour qu'on ait l'occasion de se rencontrer. On se connaît tous à peu près, et encore, je vois des gens que j'ai pas eu encore l'occasion de rencontrer, mais on se voit pas souvent. Donc, l'idée, c'est de passer d'un monde où on est très très connecté et on interagit souvent dans le virtuel à des rencontres un peu plus régulières dans le réel. Voilà. Donc, j'espère que aujourd'hui, ça sera le premier d'une longue série. Il y a une startup Corse qui organise un Corsica.io par mois. Donc, on fait le premier et j'espère que Dans la salle, il y a des candidats pour faire le second. pour faire le prochain. Et voilà, l'idée c'est de faire tourner comme ça qu'avec tous les savoir-faire qu'il y a en Corse dans les startups insulaires, on puisse avoir l'occasion de se rencontrer et l'occasion d'apprendre chacun des technologies qui sont utilisées dans différentes sociétés. On passe au sujet principal. Alors, c'est moi. Donc, pour la première conf, on a décidé de parler de Progressive Web App parce qu'avec Bob Barber, ça fait un peu plus de 2 ans qu'on learn sur cette techno. On a commencé à développer un Apps Builder, c'est-à-dire c'est un soft qui permet de créer des applications natives en 2011. Et au départ, je me rappelle d'une discussion avec Doumé où il me disait en fait les apps natives c'est la façon dont on devrait développer les sites web dans le futur. Donc quelque part, voilà, les Progressive Web Apps, c'est un peu l'intuition qu'il avait eue en 2011. C'est une technologie d'apps natives appliquée au web. Alors déjà, juste pour recaler, en 2008, quand Apple lance en fait son SDK pour pouvoir faire des applications sur smartphone, je pense qu'il n'y a personne qui aurait pu dire que 10 ans après, 92% de l'accès à Internet depuis un smartphone se faisait à l'intérieur d'une app. Personne n'aurait pensé que le web allait être challengé à ce point-là par ces technologies d'apps natives. Et même si les 8% qui restent encore au browser peuvent être contestables, parce que c'est vrai que quand vous êtes dans Facebook, vous pouvez accéder à un site web à l'intérieur du navigateur de Facebook. C'est quand même un chiffre qui est un peu ahurissant de se dire qu'en 10 ans, il y a eu une telle bascule d'usage entre web et apps. Deuxième bascule qui a été très très forte aussi. Ici, c'est un graphique qui présente en fait le temps d'usage des 10 apps les plus utilisées par user. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est que sur les 10 principales apps utilisées par chaque user, ça correspond à 95% du temps. C'est-à-dire qu'il y a une très forte concentration des acteurs utilisés, ce qui n'était pas le cas sur le web. Alors, quelles a été en fait les key features qui sont à l'origine de ce bouleversement d'usage? Moi, je les vois essentiellement dans l'UX. Bon, l'UX, c'est un concept un peu large, mais c'est dans l'expérience utilisateur, l'expérience du user par rapport aux apps, qui a été plébiscité. En fait,
petit à petit, on est passé d'un stade où c'était le web qui était extrêmement principal au stade où on ne voulait plus utiliser que des apps. Alors, première expérience qu'apportent les apps, c'est la fluidité et la rapidité. Alors ça, ce sont des stats qui sont donnés par Google. Ils nous disent qu'au bout de 3 secondes, 53% des gens abandonnent, en fait, ne vont pas plus loin. Si votre site web ou votre app met plus de 3 secondes, vous avez déjà perdu la moitié de vos users. Et chaque seconde supplémentaire vous fait perdre 7% de votre base de users. Donc la fluidité et la rapidité sont vraiment un élément essentiel de l'expérience utilisateur. Un deuxième point qui est moins souvent expliqué, parce qu'il paraît naturel, hein, c'est que les apps, elles sont parfaitement intégrées à l'OS mobile. Donc, notamment quand vous utilisez un petit écran, c'est fondamental d'avoir un affichage full screen. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un navigateur, vous avez la barre du navigateur en haut qui vous mange une partie de l'écran. Des fois, vous avez une toolbar en bas et vous n'avez pas tout l'espace disponible. Alors, dans une apps, elle va occuper l'ensemble de l'espace. Elle va être très immersif. L'apps va s'installer naturellement sur le Springboard et dans toutes les fonctions de l'OS, en fait, l'apps est privilégiée par rapport à un site web. Donc ça, c'est le deuxième élément fort qui a permis aux apps de s'installer. Et en fait, le troisième élément, c'est quelque chose qui s'est installé dans le temps, c'est le sentiment de fiabilité. C'est-à-dire que, je ne sais pas si tout le monde a eu cette expérience où en fait on navigue sur un site web qui n'est pas tout à fait optimisé pour mobile. Bon, ce n'est pas forcément le cas de New York Times, mais des fois vous allez avoir un éditeur de pub qui va vous mettre des bannières, qui vous zoome l'écran, alors que dans l'apps, vous savez exactement ce que vous allez avoir. C'est-à-dire que vous avez une présentation qui est toujours parfaite. Autre sentiment de fiabilité qui peut arriver, c'est-à-dire que si vous avez une mauvaise connexion, l'app, ça va vous servir toujours un contenu. Même s'il n'est pas à jour, elle vous servira un contenu. Alors qu'un site web, il est possible que vous avez une latence, que vous ayez sur Android le petit dinosaure qui apparaît. Et donc, les utilisateurs ont pris l'habitude que les apps, c'est quelque chose de robuste, plus robuste qu'un site web. Alors, mais le web mobile fait de la résistance. En fait, les statistiques que je vous ai présentées, c'est les statistiques qui sont le plus souvent mises en avant pour expliquer la suprématie des apps. Mais il y a d'autres statistiques qui interrogent au sujet de la suprématie des apps natives. Et la première, c'est celle-ci. C'est qu'en fait, même si vous passez 92% de votre temps dans les apps, il y a 3 fois plus de trafic sur mobile. C'est-à-dire que les 8% restants, ça représente 3 fois plus d'utilisateurs. C'est-à-dire que d'un côté, on vous présente une stat en termes de temps d'utilisation. Ça, c'est une stat en termes de visiteurs uniques. Et là, on se dit, il y a une suprématie des apps dans l'usage, mais si je veux capter un e-commerçant qui veut capter le maximum de clients, il a peut-être intérêt en fait, à avoir le maximum de visiteurs. Deuxième stat qui interroge aussi, ça c'est une comparaison de la croissance, de la dynamique de croissance des 1000 apps les plus populaires et des 1000 sites web mobiles les plus populaires. Et on se rend compte que la dynamique de croissance pour les sites, elle est 2 fois supérieure à celle des apps. Donc du coup, on se dit qu'il y a quelque chose qui, en fait, le web n'est pas tout à fait mort. Et qu'est-ce qui pose problème? Qu'est-ce qui fait que le web, malgré la faible part d'usage en temps, résiste encore? Le premier problème qu'on rencontre sur les apps, c'est la barrière au download. Alors la barrière au download, je pense que vous avez tous eu cette expérience en lisant sur un article dans un flux, dans votre feed Facebook. Vous cliquez pour lire le détail de l'article, tac, vous tombez sur une fenêtre qui vous dit télécharger l'apps du Point ou des Échos ou des Figaro. Et je réponds non et je veux aller directement sur l'article parce que si je téléchargeais l'apps, je vais perdre mon contexte ou d'autres
d'autres cas aussi de barrière au download, ça va être le temps perdu, ou encore ça va être l'espace disponible sur le téléphone. C'est-à-dire j'ai plus d'espace sur mon téléphone, je ne veux pas télécharger une nouvelle app. Donc on se rend compte qu'il y a dans les statistiques, on se rend compte qu'il y a une vraie barrière au download. C'est pas naturel, comme on peut passer d'un site à un autre, c'est pas naturel d'aller télécharger une app. En tout cas, il y a un frein chez les utilisateurs. Le deuxième problème que rencontrent les apps, c'est qu'il n'existe pas l'équivalent du lien hypertexte entre les apps. C'est-à-dire qu'il est possible de faire des liens intra-apps. Facebook a essayé d'en faire une norme, mais il n'y a pas quelque chose d'aussi universel que le lien hypertexte. Et ça se traduit comment? En fait, ça se traduit que dans les sites web mobiles, vous avez une répartition du trafic qui peut être à peu près celle-là. C'est-à-dire que vous allez avoir 30% d'organique si vous êtes bien référencé, 25% de social, 30% de direct et 15% de referral. Referral, donc c'est tous les liens qui sont faits, des articles qui sont faits sur vous. Et avec un trafic qui est beaucoup plus important que dans une app, où en fait, l'app, quasiment le trafic, il n'est que direct, quoi. Il est parce qu'elle est installée sur le Springboard. Et ça, cette différence, elle est liée simplement au fait qu'il n'existe pas l'équivalent du lien hypertexte dans une app native. Enfin, dernière stat, une app coûte beaucoup plus cher. Alors, bon, j'aurais pu parler des coûts de développement, de maintenance qui sont plus élevés, c'est vrai, sur les apps, mais des outils comme GoodBarber ont tendance et les autres builders à baisser le coût de possession d'une app. Par contre, il y a un coût qui est infini, c'est le coût marketing. C'est-à-dire que le coût d'installation moyen d'une app en faisant de la publicité, c'est 3 € par install. Alors que le coût d'un visiteur, c'est en moyenne 1 $ la visite. Alors vous allez me dire, installer une app, ça a quand même plus de valeur que d'avoir un visiteur. Mais il se trouve que, sans déflorer ce que va vous expliquer Doumé, il se trouve qu'avec les progressive web apps, ça peut être équivalent. Donc ça, ce sont des freins très très forts qui font que même si les apps ont conquis le cœur des utilisateurs parce que elles sont rapides, elles ont une intégration l'OS, il y a un sentiment de fiabilité. Elles n'ont jamais réussi à avoir le reach du web. Et c'est justement ce que proposent les progressive web apps, c'est en fait de donner aux sites web à la fois les qualités des apps natives et tout ce qui a fait le succès du web en gommant ces problèmes de barrières à l'install, de coûts marketing. Donc je vais passer la parole à Doumé qui va rentrer plus précisément sur différents aspects techniques pour que vous compreniez bien qu'est-ce qui se cache derrière la technologie de Progressive Web App. Donc, si on regarde tout ce que vient de nous dire Sébastien, on pourrait synthétiser ça sous 3 concepts. Le premier, c'est le fait de créer des apps, qu'elles soient web ou qu'elles soient natives, qui soient fiables, rapides et intégrées à l'OS. Et on va essayer de voir comment techniquement le concept de Progressive Web App essaye de répondre à chacune de ces 3 problématiques. Alors, Progressive Web App, c'est une idée qui est portée par Google principalement depuis un peu plus d'1 an, 1 an et demi, et c'est formalisé sous la forme d'une checklist. Donc ce qu'on vous a mis ici, c'est la checklist simplifiée, ce qu'ils appellent la basic checklist, qui permet de récapituler tous les points qui doivent être remplis par une Progressive Web App. Ce qu'on voit sur la droite de l'écran, c'est Lighthouse, c'est l'outil qui est intégré à Chrome, que vous connaissez sûrement, qui vous permet de voir à quel niveau vous vous situez par rapport à chacun des points de cette checklist. Alors, pour la passer en revue très rapidement,
il y a certains points qui vont sembler des évidences, comme le fait par exemple que l'appli soit servie en HTTPS. De nos jours, c'est plus trop une question. Le fait que les pages soient responsives. Le fait que toutes les URL soient capables d'être chargées hors connexion. Là, déjà, dans le contexte du web, c'est quelque chose qui peut paraître un peu plus surprenant. C'est pas forcément quelque chose qui est évident. Le fait qu'elle puisse être ajoutée à l'écran d'accueil du device, de l'utilisateur. Le fait qu'elle soit rapide, quel que soit le niveau de connectivité, donc, y compris en cas de mauvaise 3G, par exemple. Qu'elle marche sur tous les navigateurs, ça paraît une évidence. Que elle ne donne pas l'impression à l'utilisateur qu'il est bloqué en attente du réseau. Ça, c'est une idée qu'on va vraiment retrouver, c'est comment ne pas être, comment effacer l'impact de la connectivité au réseau, que chaque page ait une URL, ce qui fait sens dans le contexte du web, et que les ressources soient servies dans la mesure du possible en utilisant HTTP2. Alors, premier point, comment est-ce qu'on va adresser la fiabilité de la web app d'un point de vue technique? On va le faire en utilisant quelque chose qui s'appelle le service worker, qui est peut-être l'élément technologique le plus emblématique des progressive web apps. Traditionnellement, si on regarde une appli web cliente en JavaScript classique, on s'attend à ce que pour chaque élément dont elle va avoir besoin, pour chaque ressource, elle fasse une requête au serveur via le réseau, elle reçoive une réponse et ainsi de suite dans un cycle qui est quasi infini. La conséquence de ça, je ne vais rien vous apprendre, c'est que quand je perds ma connexion ou quand j'ai une connexion trop mauvaise pour que ma requête aboutisse, ce que je propose à mon utilisateur, c'est un écran hors connexion donné par le navigateur. C'est une très mauvaise expérience. Le service worker, c'est un proxy côté client en JavaScript qui va venir s'intercaler entre notre appli et le réseau et qui va venir intercepter chaque requête qui part depuis l'appli. Donc ça, on comprend facilement que c'est ce qui va nous permettre de gérer du cache, mais de gérer du cache de façon très aboutie et d'aller jusqu'à proposer un mode offline. Le service worker, il faut le voir aussi comme un élément qui va s'exécuter en tâche de fond dans le contexte du navigateur, mais malgré tout en tâche de fond, c'est-à-dire même quand l'appli n'est pas en cours d'exécution. Et c'est ce qui va servir aussi comme fondation pour faire du push sur le web. Alors, ce n'est pas la seule techno qui existe. On peut faire du push sur Safari, macOS, en utilisant le système d'Apple, mais de façon globale, c'est ça qui va nous permettre de faire en sorte, alors ici on voit un exemple de notification qui est envoyé sur un device Android, de nous rapprocher vraiment du comportement d'une appli native et de reprendre peut-être un des éléments les plus emblématiques des applis natives. Alors, ce qu'on a fait pour illustrer le fonctionnement d'un service worker, c'est qu'on a préparé avec Jean-Mathieu une petite démo, une petite appli qui ne fait pas grand-chose, volontairement, qui est assez simple dans sa conception, qui est une appli cliente en JavaScript qui va interroger une API, récupérer des contenus, les afficher sous la forme d'une page web. Donc, l'idée, c'est de faire un petit benchmark des performances qu'on va obtenir. Ici, mon appli, elle n'a pas de service worker, elle n'a rien, c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus classique dans ce qu'on peut imaginer. Au premier chargement, ma page est devenue interactive en 444 millisecondes, mais ce n'est pas vraiment ça qui va nous intéresser. C'est plutôt le temps qui va être nécessaire au navigateur pour produire le premier affichage au client. Ici, on voit qu'on a affiché du contenu à notre utilisateur en 540 millisecondes. C'est honnête, il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là. Par contre, si je simule une mauvaise 3G, c'est-à-dire je dégrade volontairement mes conditions d'accès au réseau pour voir ce que ça va donner, là tout de suite on va rentrer dans quelque chose qui est beaucoup plus catastrophique. C'est-à-dire que mon appli, elle a mis 4 secondes 30 à terminer le chargement de ma page. Donc si vous vous rappelez la stat qu'a donné Sébastien tout à l'heure,
on a déjà perdu plus de la moitié de nos utilisateurs, puisqu'on a mis plus de 3 secondes. De la même façon, le premier affichage qu'on a pu faire, vous voyez qu'il n'y a même pas de contenu, ça a pris 2 secondes 23. C'est assez catastrophique. Et puis, il ne va pas y avoir de surprise. Si je me mets en mode offline, naturellement, le navigateur n'a rien à afficher. Alors, cette appli, on l'a reprise et on y a ajouté un service worker. Donc le service worker, vous allez voir que quand on est en condition de réseau optimale, il n'y a pas vraiment de surprise, on est sur les mêmes temps de réponse, les mêmes temps d'affichage, il n'y a pas de réel impact sur les performances, c'est logique. Par contre, le test beaucoup plus intéressant, il va consister à venir se mettre dans des conditions de réseau dégradées. Donc quand j'ai une mauvaise 3G, rappelez-vous, ma page elle avait mis 4 secondes 30 à être restituée au client. Ici, je suis tombé à 580 millisecondes, c'est-à-dire que j'ai quasiment effacé la mauvaise connectivité au réseau. Donc j'ai créé les conditions de la fiabilité pour l'utilisateur final. Et pour terminer la démo, vous avez compris que je vais me mettre en mode hors ligne et grâce au service worker, mon appli reste accessible. Donc, à ce stade, j'ai amélioré les performances en 3G. Surtout, ce qui se passe, c'est que j'ai ramené mes temps de réponse, mes temps d'affichage, ici c'est le First Meaningful Paint, je les ai ramenés à un temps qui est quasi constant, quelle que soit la connectivité au réseau. Alors, comment ça se passe techniquement? Ici, pour l'exemple, on a pris une librairie de Google qui s'appelle Workbox, qui est quelque chose d'assez standard, qui nous permet de nous abstraire de la complexité de fonctionnement du service worker. Ici, ça nous permet de définir 2 stratégies, et c'est ça qui est intéressant, c'est 2 stratégies de cache. La première, c'est ce que vous voyez en haut, c'est tous les contenus qu'on va pré-cacher, pour lesquels on va donner l'ordre au service worker d'effectuer une action de pré-cache. Donc c'est vraiment tous les contenus qui sont, tous les assets, pardon, qui sont vraiment indispensables au fonctionnement hors ligne de l'appli. Donc on va avoir l'index.html évidemment, le JS, la CSS et ainsi de suite. La deuxième partie du code que vous voyez à l'écran, c'est ce qu'on va appeler la stratégie de cache runtime, où ici on va définir pour chacune des routes vers les ressources qu'on va utiliser dans notre appli JS, une stratégie de cache à appliquer par le service worker. C'est-à-dire qu'on va décider que, par exemple, les photos qu'on a affichées, les assets qui viennent depuis le CDN, ceux-là, on va taper en priorité dans notre cache et tenter de les mettre à jour de façon asynchrone. Pour ce qui relève des données fraîches, c'est-à-dire de ce qui vient de l'API, ici, on va d'abord essayer le réseau et puis faire un fallback sur le cache s'il n'y a pas de connectivité. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment un point dans lequel on peut creuser et aller aussi loin qu'on veut dans le détail de la stratégie de cache qu'on souhaite implémenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. À ce stade, il n'y a pas de souci. On a encore 1 heure. 1h15, allez. Là, on a adressé, pour moi, ce qui relève vraiment du problème de la fiabilité, pas du problème de la performance. On a réglé un problème de performance, mais qui est vraiment intrinsèque au fait c'est pas cool, qui est vraiment un problème dû à la mauvaise connectivité au réseau. Ce qu'on n'a pas adressé comme sujet avec le service worker, c'est le premier contact avec notre utilisateur. C'est-à-dire le premier appel. Parce que si vous avez bien suivi tout ce que j'ai expliqué, notre gain de performance, il se fait par l'utilisation d'un cache côté client. C'est-à-dire que si je n'ai pas chargé une fois les données, il faut bien que je les charge à un moment.
Pour combler ce problème-là et pour répondre à la problématique du first load fast even on 3G, on va faire une pré-génération des pages côté serveur. Donc c'est ce qu'on va appeler le server-side rendering. Ici, je vous ai mis les deux archis, l'archi classique d'une appli cliente en JavaScript qui ne fait pas de génération côté serveur, pour laquelle le client va interroger le serveur, recevoir une réponse, le premier shell d'appli, puis charger les JS, puis charger le contenu dynamique, puis charger les assets, avant d'être capable d'afficher quelque chose à l'utilisateur. C'est ce qu'on va appeler ici le First Meaningful Paint. Après, ça n'empêche pas le service worker de prendre la main et de venir charger des ressources de façon asynchrone, mais l'accumulation des requêtes fait qu'on dégrade forcément la performance par l'utilisateur. L'idée de la pré-génération, c'est qu'au premier appel, on va être capable de répondre une page qui va être affichée telle quelle à notre utilisateur. Je fais comme si j'avais des slides. Alors, si on voit le slide, vous allez voir, je vous ai mis un exemple d'une PWA qui est juste un tout petit peu plus complexe que la PWA de notre démo, c'est celle de Corsica.io qui est faite avec notre outil. L'idée, c'est juste de comparer sans server-side rendering et avec server-side rendering. Ce qu'on voit, c'est que sans pré-génération de la page côté serveur, on a mis 1 seconde 10 à être capable d'afficher quelque chose au visiteur de la web app, et encore, c'est même pas du contenu. Quand je commence à faire de la pré-génération serveur, en 417 millisecondes, je lui ai déjà affiché un premier rendu et j'ai du contenu. Ce qui peut être un détail, mais qui n'en est pas un en réalité, c'est que ça a même un impact sur le référencement parce que Google ne va pas indexer une page qui est mal ou pas pré-générée. Donc il y a même une problématique de référencement. Donc si on reprend la démo assez rapidement, ce qu'on va voir, c'est que ici, en conditions de réseau optimales, on ne va pas forcément améliorer le temps qui va être nécessaire à notre page pour devenir interactif, pour terminer tout son process de chargement. En revanche, il ne nous faut plus que 86 millisecondes pour être capable d'afficher un résultat complet à l'utilisateur final. Donc là, on a atteint un niveau de performance qui est très bon. Donc les tests, vous voyez que en prenant notre appli relativement basique, qui respecte le pattern AppShell, Dynamic Content, en y rajoutant et un service worker et un système de pré-génération côté serveur, on a amélioré jusqu'à 20 fois la performance de l'application. Et on a répondu à la problématique du first load fast, quelle que soit la connectivité. Alors, un des intérêts qu'il y a à faire ça aussi, c'est qu'on peut avoir une stratégie de cache assez agressive côté serveur. Alors, faites comme si vous voyiez le slide, ça m'arrange. Ce que je vous ai mis à l'écran, c'est l'archi serveur qu'on a mis pour stocker du cache sur les pré-générations qui sont faites. Je vous disais, c'est une techno qui nous permet d'être très agressif sur ce qu'on va conserver en cache. Nous, on est allé jusqu'à conserver l'intégralité du HTML de la page, parce que de toute façon, quand on sert ça à notre client, l'appli JS va prendre la main et se mettre à jour si le cache est obsolète. Donc, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de bonne façon de mettre ça en place. C'était pour illustrer la logique qu'on a suivie nous. Quand le client appelle, il tape un load balancer qui lui va aiguiller sur différentes instances de proxy de cache, qui est une appli qu'on a codée nous en Python, en custom. Et le cache proxy va lui-même aiguiller en fonction de la ressource qui est appelée, entre le cache, nous on utilise Redis en l'occurrence, les workers de génération serveur, en l'occurrence c'est l'appli cliente qu'on a embarqué dans un serveur express et qui tourne dans un node, et les assets statiques si besoin.
pour avancer encore dans la logique qui vient derrière ce concept, comment est-ce qu'on peut faire que l'appli soit vraiment aussi intégrée au système d'exploitation que ne peut l'être une appli native? Alors pour ça, on va utiliser un Web App Manifest. Donc c'est ce que vous voyez sur la droite de l'écran. Ça a été normalisé par le W3C. C'est ce qui va nous permettre de définir tout un tas de métadonnées pour notre appli, donc en l'occurrence des icônes, un nom, qui vont permettre à l'utilisateur d'ajouter cette appli à l'écran d'accueil et du coup de basculer dans un mode qui est très très proche, voire impossible à distinguer d'une appli native. Alors, c'est ce qu'on a ici. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, vous, de le faire. Sur Android, on a vraiment une expérience qui est quasi impossible à distinguer de celle que va donner une appli native. Je visite le site. Le navigateur lui-même me propose d'ajouter la web app à l'écran d'accueil. Quand je l'ai sur l'écran d'accueil, écoute, quand je l'ai sur l'écran d'accueil, je l'ouvre. Ce qu'on voit là, c'est que j'ai plus la barre d'adresse du navigateur. Je vois par intermittence, mais malgré tout, c'est ça. Ensuite, ce qu'on peut constater aussi, c'est que cette appli, une fois qu'elle est sur le Springboard, une fois qu'elle a bien été définie avec un Web App Manifest et ainsi de suite, elle est intégrée à l'OS jusqu'à être vue par le système comme une appli comme les autres. C'est-à-dire que on va vraiment avoir les infos de l'appli avec l'espace qu'elle utilise, la possibilité de la désinstaller, la possibilité de la killer si elle est plantée. On va la retrouver dans le gestionnaire de tâches et ainsi de suite. Ouais. Bon. Ok. Alors, pour le coup, c'est quelque chose qu'il faut voir parce que c'est vraiment un tableau qui récapitule ce que les différents navigateurs proposent. Ça reste une techno qui est encore assez nouvelle, qui n'est pas adoptée de façon universelle encore par les navigateurs. Ce qu'il faut retenir sur ce point-là et sur la compatibilité avec les différents navigateurs, c'est que Chrome mène la marche sur Android. Pas que sur Android, mais en tout cas Chrome mène la marche, c'est ceux qui sont les plus en avance. Je vous ai dit, c'est poussé par Google. Safari est plutôt en retard, mais c'est plutôt rassurant parce qu'ils ont annoncé le support des service workers pour iOS 11.3. Donc, ça veut dire qu'au cours du premier semestre, on va pouvoir utiliser des service workers dans Safari. Pas de web push en mobile, malheureusement. Et Edge, en tout cas Microsoft, pousse aussi beaucoup vers cette techno. Et Firefox et Opera sont pas vraiment à la bourre. Bon, je suis désolé, c'est un peu psychédélique. Alors, je vous disais, j'insiste sur le fait que Microsoft pousse beaucoup derrière ce concept-là. Ils ont annoncé que des PWA seraient référencés dans le Microsoft Store. Ils sont même allés plus loin que ça. Ils ont annoncé que Bing a d'ores et déjà indexé plus d'1,5 million de Progressive Web Apps qui exposent un manifeste. Et que un peu plus tard, vraisemblablement un peu plus tard cette année, ces applis vont être indexées automatiquement dans le Microsoft Store. Donc, ça veut vraiment dire qu'ils n'ont pas peur de mettre leurs propres applis natives en frontal par rapport aux Progressive Web Apps. Et un autre point qui est intéressant, c'est qu'il existe une techno qui s'appelle AMP, que vous connaissez peut-être. AMP, ça veut dire Accelerated Mobile Pages. C'est aussi poussé par Google et ça vise à demander aux éditeurs de sites web de créer des versions très allégées de leur page pour qu'elles soient très rapides à charger en mobile. On pourrait penser que c'est deux technos qui viennent s'opposer l'une à l'autre parce que la Progressive Web App, ça reste quand même quelque chose d'assez lourd, en tout cas en comparaison d'AMP. On va charger du JS, on va être dans une interaction beaucoup plus importante avec le navigateur.
En fait, il y a un pont entre les deux qui existe avec la directive AMP Install Service Worker qui va permettre d'instancier un service worker au sein d'une page AMP et du coup d'instancier sa PWA à partir d'AMP. C'est ce que Google présente comme la logique AMP Up. Ce qu'il faut savoir, c'est que les résultats AMP ils sont poussés dans les résultats de recherche de Google. Les pages AMP remontent. Comment ? Ils apparaissent en premier, exactement. Donc, moi, je ne serais pas surpris que les résultats AMP qui utilisent un service worker passent encore plus en premier. Voilà. Après, moi, c'est mon avis perso, mais en tout cas, ils poussent tellement derrière cette techno que ça paraîtrait pas surprenant. Alors, pour terminer, on vous a mis 2 exemples, j'espère que vous pourrez les voir, de PWA de grands noms. Alors, là, vous avez la PWA d'Instagram à l'écran. Peut-être que si je vous avais pas dit que c'était la PWA, vous vous en seriez pas rendu compte. Je l'ai lancé depuis le Springboard. J'ai une fluidité parfaite de l'affichage. Ça, c'est celle de Twitter. Ce sont deux acteurs, Facebook d'un côté, Twitter de l'autre, et Google qui poussent vraiment énormément vers ces technos-là. Alors, pour conclure sur ce sujet, c'est assez difficile de prédire l'avenir. Est-ce que c'est l'avenir des applications ? Moi, je pense qu'on ne peut pas encore le dire aujourd'hui. Il y a des éléments techniques qui laisseraient penser que c'est possible. En tout cas, on ne peut pas le dire de façon ferme. Même nous, Goodbarber, on adresse les 2 sujets en parallèle. On essaie de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Par contre, ce qu'on peut dire de façon certaine, c'est que ce qu'on vous a présenté là, c'est l'avenir du web. Et ça, sans l'ombre d'un doute. Donc, en tout cas, nous, on y croit sans hésitation. Voilà. Donc, si vous avez des questions, on y répondra volontiers. On a Jim qui est ici, qui nous a aidé à préparer la présentation, qui travaille sur ce sujet depuis 2 ans et demi maintenant. Donc, Il a commencé en alpha d'Angular, donc il a essuyé les pots cassés voilà. Donc, du développement des premières PWA. Et merci Doumé d'avoir supporté le stress test. Merci à vous et désolé pour les aléas techniques. Bon, je voulais vous dire que Doumé avait tout préparé. On a refait la presse 3 fois avant que vous arriviez. Tout marchait impeccable. Il a demandé à Lionel de venir pour que tout marche bien, mais en fait, je vais m'en prendre à Lionel. Hein, parce que ça, je suis détendu. Sur le Facebook Live, ça va. Bon. Tu peux prendre le micro comme ça. En fait, Vas-y. En fait, moi je suis pas très informé à développement mobile en fait. Et je pense que et ça va jouer pour beaucoup en fait est-ce que dans la démocratisation et l'acquisition, enfin que tu disais c'est le futur. Est-ce que c'est l'accès en fait au téléphone concrètement? Parce qu'aujourd'hui tu as les sites web, tu peux avoir accès à ta position et compagnie et tout. Et l'avantage que les apps ont sur les Progressive Web Apps, c'est de pouvoir accéder à tes photos, à ton répertoire téléphonique en fait surtout. Je pense que une fois que je sais pas si à partir du navigateur. Le répertoire téléphonique précisément, peut-être que Jim a la réponse. En tout cas, c'est sûr que ça va forcément dépendre du sujet que tu adresses. Tu feras, à mon avis, à court terme, tu feras pas de VR, d'AR en web, quoique peut-être. Oui. Quoique peut-être. Mais si tu regardes sur Android, en tout cas, ce qui est possible de faire en web sur Android, tu as une intégration qui va vraiment très loin et qui est surprenante. Tu as accès à la géoloc et tout, mais je pense qu'il y a pas grand-chose. Tu parlais de la librairie de photos. Je pense que tu peux faire à peu près ce que tu veux. En tout cas, sur Android, tu peux avoir accès aux photos, mais tu peux aussi prendre une photo comme tu la prendrais sur ton appli Android ou sur ton appli. Prendre une photo, ça je iOS. sais par rapport au. Tu peux faire. Avoir accès au répertoire téléphonique, non, c'est pas encore possible.
Mais je sais pas. Non, non, je te mais dis, c'est pas peut-être encore que possible. c'est prévu ou ça, j'en sais pas, j'en sais rien. C'est pas ce qui est le plus Mais je pense mis, que quand c'est pas ce cette qui est le barrière plus sera mis franchie, en en fait, avant. je pense que quand vraiment cette barrière sera franchie, en fait, les apps sont peut-être destinées à mourir. Les apps natives pures, quoi. Il y a des API, tu peux déjà accéder. Google Actu, Google Contact. Ouais. Il y a des API, on peut déjà accéder à toutes les informations, toutes les adresses mail et contacts et autres de la personne dès qu'il donne l'accès. Par rapport à ton compte. Actuellement, dans Good Barber, on peut, par exemple, propager et faire de la pub pour une application via tout ton contact, tous tes contacts. Tu as juste à accepter le... Il faut mettre ton compte Google. Exactement, tu mets ton mail, tu mets... En fait. C'est ton répertoire Google qui est en ligne, en fait. qui est synchronisé, c'est le même répertoire. Après, c'est qu'aujourd'hui, tu autorises une app à fouiller le répertoire de ton téléphone, que tu sois sur Microsoft, que tu sois sur Google ou sur Apple, tu vois, je veux dire. Enfin, je pense qu'il y a encore cette petite barrière-là. Oui, si tu Après, je sais pas, c'est peut-être prévu, moi, hein, moi, c'était une question. Hein, c'est pas moi qui peux te le dire en l'occurrence. Ouais. Hein, je pense que ça dépend. Ce qui est sûr, c'est que ce que nous on constate, c'est que de façon constante, depuis maintenant facilement 2 ans, Google pousse vers ça et rend de plus en plus de choses dispo sur Android par rapport à ce que tu peux faire en web. Ce qu'on voit, c'est qu'Apple ne semble pas très très décidé à évoluer vers les techno-web, mais malgré tout, ils annoncent le support du service worker dans iOS 11.3. Donc tu vois, il y a un truc où il y a clairement une tendance de fond qui va vers ça. Alors après, il y aura toujours un gap de techno, ce qui est normal, entre ce qui est natif et ce qui n'est pas, de la même façon qu'on pourrait l'avoir entre ce qui est purement natif et ce qui est hybride. Alors j'ai une question qui vient du Facebook Live. Donc c'est Flo Chabiani qui demande, niveau temps de dev, ça donne quoi vis-à-vis du natif ou hybride? Alors, moi je ne peux pas vous répondre sur l'hybride parce qu'on n'a jamais fait d'hybride. En revanche, ce qu'on a fait en natif, on l'a toujours fait en full natif. Moi, hormis le fait que ce qu'on va développer, on le développe qu'une seule fois de fait, hein, puisque c'est la même web app qui va s'exécuter sur iOS et sur Android, je ne dirais pas que le fait de développer en techno-web, c'est beaucoup plus ou beaucoup moins rapide que des technos natives. Ça va surtout dépendre du fait qu'on maîtrise ou qu'on ne maîtrise pas la techno qu'on adresse. En revanche, ce qui est sûr, c'est que quand on fait du natif, on va faire 2 fois le travail. Là, ce n'est pas le cas. Merci. Est-ce qu'il y a des différences entre iOS et Android dans le développement et notamment après dans la gestion de la CSS peut-être? Puisque étant donné que les navigateurs sont différents, parce que ça on connaît bien la problématique du développement web de manière générale, on pense que c'est toujours pour tous les navigateurs et on se rend bien compte au final qu'il faut développer ou en tout cas créer des choses spécifiques à chacun des navigateurs. Donc vu que vous avez déjà une expérience là-dessus, que vous avez déjà fait des tests, est-ce qu'il y a des choses spécifiques à iOS, enfin en tout cas des différences entre les deux? Et une deuxième question, ça serait au niveau des paiements. Est-ce que les PWA, au niveau des paiements, ça change, ça peut changer quelque chose ou pas du tout dans un contexte e-commerce? Alors au niveau du développement, donc nous on a pris le parti de dire qu'on essaie de faire une feuille de style globale, peu importe le device, que ça fonctionne partout. C'est un peu une contrainte des PWA. Après, effectivement, Mobile Safari a la fâcheuse tendance à nous mettre des petites barrières qui étaient imprévues. Donc, on adapte comme on peut. Ce qui va surtout être pénalisant et qui va surtout être compliqué, c'est au niveau des capacités, je dirais, à des features comme par exemple la capture d'écran. Des capacités qui sont un petit peu poussées, qui sont accessibles directement dans Chrome ou Firefox ou les navigateurs, même Edge est très bien intégré. Mobile Safari a tendance à traîner un petit peu la patte et
même si à partir d'iOS 11.3, ça va aller mieux. C'est vrai qu'il y a certaines key features comme celle-là qui sont assez intégrées à l'OS, où on est obligé de faire le distinguo entre le reste du monde, qui est très évolué, et mobile Safari. En ce qui concerne les web payments, il y a une tendance qui pousse vraiment à ce que cette API, qui est standardisée par le W3C, soit implémentée de partout. Encore là, mobile Safari est un petit peu en retard, mais ils prennent le taureau par les cornes, ils sont en train, je crois, de le développer, ou ça va être en draft. Donc il y a une tendance quand même à ce que cette web API soit implémentée partout. Merci. Bon, moi je vous félicite pour le travail qui a été fait d'évangélisation sur les PWA. Et il y a peut-être une info qui peut manquer pour le public qui est peut-être un peu tech, un peu développeur, c'est la question des frameworks à utiliser ou pas. Est-ce que c'est volontaire, tu vois, Il se trouve qu'on travaille avec Angular. Après, c'est un choix qu'on a fait. Tout ce qu'on vous a présenté là, c'est complètement agnostique du framework utilisé. Nous, on a fait le choix d'utiliser Angular. On aurait aussi bien pu faire le choix de partir sur React et de travailler avec React, voire de même pas utiliser de framework. Le concept des PWA, il va vraiment se situer à un niveau plus élevé que ça. C'est un ensemble de bonnes pratiques. Après, si tu écoutes Jean-Mathieu, il y a de fortes chances que Jean-Mathieu essaie de te convaincre d'utiliser Angular parce que nous, c'est avec ce framework-là qu'on se sent bien, mais c'est vraiment pas une problématique à considérer à l'échelle du thème des Progressive Web Apps, si tu veux. C'est vraiment le fait d'utiliser des outils à disposition, on va pouvoir le faire quel que soit le framework. Voilà. Une question aussi, par rapport au cache, est-ce qu'il y a des limites de choix maximum par asset qu'on peut conserver en cache local? Tout dépend du browser. Chaque browser a ses propres capacités globales et a ses propres capacités par unité. Donc, ce qui va là pour Safari ne sera pas du tout pour Chrome. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais si tu veux mettre une image qui fait 5 mégas, tu vas pouvoir le faire. Mais est-ce que ton appli va tenir le coup? Est-ce que ton cache ne sera pas remis à zéro très très souvent? Je ne peux pas te le garantir. Ok, ce serait pas envisageable de mettre une vidéo en cache? À l'heure actuelle, je trouve ça très cavalier, surtout si tu n'as pas de maîtrise sur la taille finale de ta vidéo. Okay. Et autre question, est-ce que la PWA connaît le contexte? Est-ce qu'elle sait qu'elle est utilisée dans un browser ou est-ce qu'elle sait qu'elle est utilisée en mode app une fois qu'elle est installée sur... Il y a des moyens de le détecter et de le savoir, notamment sous Chrome, qui est encore le plus avancé. On revient souvent sous Chrome, c'est parce que c'est vraiment le fer de lance de toute la stratégie de PWA qui est poussée par Google. Et lui, il te donne carrément des outils non seulement pour savoir si tu es en mode app, mais il te donne également des hooks pour savoir à quel moment ton utilisateur il installe son app. Et à ce moment-là, tu peux faire des choses comme t'envoyer une stat. Est-ce qu'il a cliqué sur le bouton Add to Home Screen, oui ou non? Donc c'est vraiment, ça dépend encore une fois du navigateur, même si globalement, il y a des petites techniques pour savoir si tu es en mode full screen, standalone, oui ou non. Okay, donc potentiellement, il y a moyen de créer une PWA qui a des features uniquement utilisables quand elle est installée en app. Ouais, mais je vois pas vraiment l'intérêt en fait. Parce que si ce qui est censé fonctionner dans ton browser fonctionnera en full screen. C'est pour pousser les gens à installer ton... C'est pour pousser les gens à installer. Oui. Pour Android, ça fonctionnera. Je voudrais juste rebondir sur la question du cache. Étant donné que ça reste dans le cache navigateur, est-ce qu'il y a des cas où le cache navigateur va être vidé par le système et donc en relançant l'appli, on n'aura rien si on n'a pas de réseau?
Je pense qu'il y aura des cas où, quand le browser aura épuisé tout son espace disponible, effectivement, il fera une espèce de garbage collection et il remettra à zéro les choses. Mais c'est pas quelque chose sur lequel on a vraiment la main. Là où on a la main, par contre, c'est au niveau du service worker, c'est qu'on peut définir combien d'éléments on veut stocker, par exemple, pendant combien de temps. Un peu comme on pourrait avoir la main sur notre objet Redis ou dans un même cache ou dans une autre cache serveur. Donc on a la main sur ce qu'on veut cacher, pour combien de temps, on peut avoir une stratégie assez fine. Maintenant, de savoir à quel moment le browser va faire un gros reset, ça je peux pas te le garantir. D'accord. Ouais, surtout sur, bon, on revient toujours un peu sur Safari parce que c'est le point noir des PWA aujourd'hui, parce que quand même ça représente. Bon, dans tous les cas, maintenant, Safari ne fait pas de service worker, donc tu voilà, pas de cache, un gros tu as rien du tout. potentiel. Mais par exemple, je sais que qu'au niveau le cache peut être vidé, notamment du navigateur, peut être vidé de manière un peu aléatoire, Tout à fait. notamment si tu le connectes justement à ton iTunes et donc après voilà, c'est embêtant si tu veux pour arriver à avoir quelque chose de natif. Si tu sais pas quand tu vas la lancer, tu vas rien avoir. Ah, d'accord. Stocké dans le cache de ton appli native. En tout cas, sur iOS, dans la doc Apple, il est clairement explicité que tu ne dois pas considérer que ces infos-là sont là à vie. Ouais, il faut que tu le stockes dans une autre partie du cache. Ouais. Donc, moi, j'ai le sentiment que là, on est sur un point qui est à peu près similaire. Ok, merci. Ok. Bon, je vous propose que on continue la discussion à côté, autour du bar. Merci à tous.